La poussière s'élevait en nuages derrière la diligence lorsqu'elle s'arrêta à la station de Siler Creek. Adam Harrison ajusta son chapeau et essuya la sueur de son front. Lou Texan n'épargnait personne. Son cœur battait la chamade, comme s'il s'apprêtait à livrer son premier duel, et non à accueillir la fiancée, avec qui il correspondait depuis 4 mois. Les lettres de Margaret étaient maintenant si pleines de tendresse et de compréhension qu'il l'imaginait déjà préparant le petit déjeuner dans leur petite maison à la lisière de la ville, ou assise avec lui sur le porche le soir, à regarder le soleil se coucher derrière les collines. 32 ans de solitude, c'était trop pour un homme qui avait bâti un ranch de ses propres mains et rêvait maintenant de fonder une famille. La portière de la diligence s'ouvrit. Une femme âgée en robe noire en sortit la première, suivie d'un marchand à la sacoche usée. Adam se tendit, scrutant la pénombre de la cabine. Enfin, une silhouette gracieuse vêtue d'une robe de voyage bleu marine apparut. Margaret était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés sous un petit chapeau, et ses yeux bruns. Il y avait en eux quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la peur, non, mais quelque chose de plus profond, comme si elle ne le regardait pas lui, mais à travers lui, cherchant un danger là où il ne devrait pas y en avoir. « Monsieur Harrison ?» Sa voix tremblait à peine. « C'est bien moi, » répondit Adam en retirant son chapeau. « Bienvenue à Siler Creek, Margaret. » Elle lui tendit une main gantée de blanc, et il la sentit tressaillir à son contact. Étrange. Dans ses lettres, elle paraissait si sûre d'elle. Et maintenant, le voyage a été difficile ? Demanda-t-il en l'aidant à descendre du marchepied. Assez, répondit Margaret en jetant un regard par-dessus son épaule, comme pour vérifier si quelqu'un la suivait. Combien de temps pour arriver à votre maison ? 20 minutes en chariot, dit Adam en fronçant les sourcils. Tout va bien ? Vous semblez troublé. Margaret lui lança un bref regard où il crut déceler une lueur de gratitude. Je suis simplement fatigué. Le voyage depuis Saint-Louis a duré 2 semaines. Adam hocha la tête. Bien qu'un sentiment de malaise persistât, il l'aida à récupérer ses bagages, une seule petite valise et un sac de voyage. Bien trop peu d'affaires pour une femme qui venait s'installer pour de bon. Le trajet jusqu'au ranch se fit en silence. Margaret était assise à côté de lui sur le siège du chariot, ses mains gantées fermement serrées. Adam la regardait furtivement, essayant de comprendre ce qui avait changé depuis leur correspondance. Dans ses lettres, elle était vive, curieuse, posant une multitude de questions sur sa vie, le ranch, la ville. Maintenant, ses pensées semblaient être à des lieues de là. « Parlez-moi de Siler Creek, » dit-elle enfin, se forçant manifestement à engager la conversation. « C'est une petite ville, 1200 habitants en comptant les fermiers des environs, » répondit Adam. Soulagé que la glace soit enfin rompue. Il y a quoi? Une école, une église, 2 magasins, un saloon. Notre shérif est guissé compétent. Les bandits ne s'attardent pas. Homo. Shérif Nair. Margaret tressaillit de nouveau, mais tenta de le dissimuler en ajustant son chapeau. Et votre ranch est loin de la ville. À 3 miles à l'ouest, il n'est pas grand, mais il est à moi. 300 têtes de bétail, de bon pâturage, et j'ai construit la maison moi-même. Il est vrai qu'il y manque une main de femme, ajouta-t-il en lui souriant, espérant une réponse en retour. Margaret lui sourit effectivement, mais de manière forcée. Je suis sûr que nous en ferons un vrai foyer. Nous. Ce mot lui réchauffa le cœur, mais Adam eut l'impression qu'elle l'avait prononcé à contre-cœur. Le soleil déclinait lorsqu'ils arrivèrent dans au ranch. La maison était modeste. 4 pièces, une véranda couverte, une grange et un enclos à bétail à proximité. Mais Adam l'avait construite avec amour, en pensant au jour où une famille y vivrait. « C'est magnifique, » dit Margaret, et cette fois, sa voix semblait sincère. Il l'aida à descendre du chariot et prit sa valise. « Je vais vous faire visiter. J'espère que ça vous plaira. »
L'intérieur était simple mais accueillant. Adam était fier de son travail. Les meubles en chêne qu'il avait fabriqués lui-même. La cheminée en pierre locale, les fenêtres donnant sur les pâturages. Dans la chambre, un grand lit était recouvert d'une courte pointe cousue par sa défunte mère. « C'est très charmant », dit Margaret en parcourant la pièce, touchant du bout des doigts le dossier d'un fauteuil, le rebord de la fenêtre. « Vous avez vraiment tout fait vous-même. »« Chaque planche, chaque clou, » répondit Adam avec fierté. « Je voulais que la maison soit solide, qu'elle résiste à n'importe quelle tempête. » Margaret s'arrêta près de la fenêtre, regardant la route par laquelle ils étaient arrivés. « Adam, est-ce que des étrangers viennent souvent par ici ?» Étrange question. Il s'approcha d'elle. « Pas vraiment. Parfois des marchands, des prédicateurs itinérants. Pourquoi ?»« Pour rien de spécial. Juste par curiosité, » dit-elle en se détournant de la fenêtre. « Puis-je me rafraîchir ?» La route était poussiéreuse, bien sûr. Le taux dans la cruche était fraîche, et il y a des serviettes dans l'armoire. Quand Margaret se retira dans la chambre, Adam resta dans la cuisine, essayant de démêler ses impressions. Quelque chose clochait. La femme qui lui avait écrit des lettres si chaleureuses et ouvertes ne pouvait pas être si méfiante, comme si elle craignait chaque ombre. Peut-être était-ce simplement le trac de leur première rencontre. La nervosité était naturelle. Lui-même ne se sentait pas tout à fait à l'aise. Adam alluma le feu dans le poêle et commença à préparer le dîner. Un repas simple, du bœuf grillé, des haricots et du pain frais qu'il avait cuit le matin même. Il espérait que Margaret apprécierait ses efforts. Lorsqu'elle revint, elle paraissait plus calme. Ses cheveux étaient peignés et tressés en une natte simple, et sa robe de voyage avait été remplacée par une modeste tenue d'intérieur grise. « Ça sent merveilleusement bon, » dit-elle en s'asseyant à table. « Rien d'extraordinaire, » répondit Adam en servant les assiettes. « Mais je sais cuisiner. J'ai bien dû apprendre durant mes années de célibat. » Pendant le dîner, ils parlèrent de choses simples, le temps, le voyage, la vie au ranch. Margaret écoutait attentivement, posait des questions, mais Adam sentait toujours une sorte de mur entre eux. Margaret se décida-t-il enfin, « Dans vos lettres, vous sembliez plus ouverte. Je comprends que se rencontrer après une correspondance soit émouvant, mais... » Elle posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. « Adam, je dois vous dire quelque chose. » Son cœur rata un battement. « Ça y est, mon passé n'est pas aussi simple que je l'ai décrit dans mes lettres. »« Nous commettons tous des erreurs, » répondit-il prudemment. « Certaines erreurs nous poursuivent pendant des années, » dit Margaret en se levant de table pour s'approcher à nouveau de la fenêtre. « Adam, que feriez-vous si vous appreniez que je ne suis pas tout à fait celle que je prétends être ?» Il se leva et la rejoignit. À la lumière du soleil couchant, son visage paraissait si triste qu'il eut envie de la prendre dans ses bras et de lui dire que tout irait bien. « Margaret, je ne suis pas un saint, j'ai aussi un passé. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes ici, ensemble, et que nous pouvons commencer une nouvelle vie. » Elle se tourna vers lui et il vit des larmes dans ses yeux. « Et si ce passé ne nous lâche pas? S'il nous retrouve ici ?» Adam lui prit les mains. Elle tremblait. « Alors nous l'affronterons ensemble, quoi qu'il arrive. » Un instant, il crut qu'elle était prête à tout lui dire. Mais à ce moment précis, une ombre passa devant la fenêtre, un cavalier sur la route, passant lentement devant le ranch. Margaret retira brusquement ses mains et s'écarta de la fenêtre. Qui cela peut-il être? Adam regarda dehors, mais le cavalier avait déjà disparu au détour du chemin. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un d'un ranch voisin, mais Margaret était devenue pâle comme un linge. Adam, je dois aller me coucher. Je suis très fatiguée. Elle se retira rapidement dans la chambre,
le laissant seul avec une multitude de questions et une inquiétude grandissante. Cette nuit-là, Adam eut du mal à trouver le sommeil. Allongé sur le canapé du salon, il ne pouvait évidemment pas partager son lit dès la première nuit. Il entendait Margaret se retourner dans la chambre. Plusieurs fois, il lui sembla l'entendre pleurer doucement. Que cachait-elle? Et qui était ce cavalier qui l'avait tant effrayé? Le lendemain matin, le mystère s'épaissit. Adam fut réveillé par le bruit de sabots dans la cour. En regardant par la fenêtre, il vit deux hommes en costume sombre. L'un d'eux portait une étoile brillante. L'agence Pinkerton. Adam s'habilla en hâte et sortit sur le porche, en veillant à ne pas réveiller Margaret. « Bonjour, messieurs. En quoi puis-je vous aider ?» Le plus âgé des agents, un homme grand aux moustaches grisonnantes, descendit de cheval et s'approcha. « Thomas Wilson, de l'agence Pinkerton. Et vous devez être Monsieur Harrison. »« Oui. »« De quoi s'agit-il ?»« Nous cherchons une femme. Elle se trouve peut-être dans la région. » dit Wilson en sortant une photographie. Margaret O'Connell, 26 ans. Recherchée pour le braquage d'une banque à Kansas City. Adam regarda la photo et le monde se mit à tourner autour de lui. C'était elle. Sa Margaret. « Je n'ai jamais vu cette femme, » mentit-il, espérant que sa voix paraissait convaincante. « Nous avons été informés qu'elle aurait pu se diriger vers le Texas. Peut-être sous un faux nom, » dit le second agent, en étudiant attentivement le visage d'Adam. « Si vous la voyez, prévenez-nous immédiatement. Elle est dangereuse. »« Dangereuse ?» La complice du célèbre criminel Jack O'Connell, son mari. Ils ont braqué 3 banques avant que nous ne les retrouvions, expliqua Wilson en rangeant la photo. La femme s'est échappée lors de l'arrestation d'O'Connell. Nous la cherchons depuis 6 mois. Un mari. Elle était mariée. Adam peinait à garder son calme. Et qu'est-il arrivé à son mari? Tué il y a 3 mois en tentant de s'enfuir? Répondit Wilson. Mais la femme est toujours recherchée. Une prime de $500 est offerte pour sa capture. Les agents lui parlèrent encore un peu, lui laissèrent leurs coordonnées et repartirent. Adam resta sur le porche, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Margaret était une criminelle, une veuve, et elle lui avait menti sur tout. Mais lorsqu'il rentra dans la maison et la vit debout près de la fenêtre de la chambre, pâle et tremblante, il comprit que ce qu'il venait d'apprendre n'avait aucune importance. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, vous savez qui je suis. »« Je sais. » Margaret se couvrit le visage de ses mains. « Pardonnez-moi, Adam, je ne voulais pas vous mêler à ça. Je ne savais tout simplement pas où fuir. » Il s'approcha d'elle et lui toucha doucement l'épaule. « Racontez-moi toute la vérité, depuis le début. » Margaret était assise à la table de la cuisine, faisant tourner entre ses mains une tasse de café refroidi. Les rayons du soleil illuminaient son visage à travers la fenêtre, mais elle semblait plongée dans les ténèbres de ses souvenirs. Adam attendait sans la presser. Après la visite matinale des agents de Pinkerton, tout avait changé entre eux. La gêne de la première rencontre avait disparu, remplacée par quelque chose de plus lourd. « Je m'appelle Margaret O'Connell », commença-t-elle enfin, sans lever les yeux. Du moins, c'est ainsi que je me suis appelée ces 3 dernières années. Avant mon mariage, j'étais Margaret Lambert. Adam s'adossa à sa chaise. Même le nom dans les lettres était donc un mensonge. Je vivais à Kansas City avec mon père. Il travaillait comme simple employé dans une banque, gagnait une misère. Mais c'était un homme honnête. Quand j'ai eu 21 ans, il est tombé malade. La phtisie. Le traitement coûtait cher, très cher. Margaret leva enfin les yeux vers Adam. On pouvait y lire une telle douleur qu'il eut envie de lui prendre la main. Mais il se retint. C'est à ce moment-là que Jack O'Connell est entré dans ma vie. Beau, charmant, les poches pleines d'argent. Il a dit qu'il pouvait aider à payer le traitement de mon père si je l'épousais. J'étais jeune et stupide. J'ai cru que c'était le destin. Et votre père, il est mort 2 semaines après le mariage.
Jack a payé les funérailles, acheté une belle pierre tombale. Je lui en étais reconnaissante, dit Margaret d'une voix amère. Ce n'est qu'après le mariage que j'ai découvert d'où venait son argent. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, scrutant la route menant au ranch. Le premier braquage a eu lieu 1 mois après notre mariage. Jack a dit que c'était une affaire de famille et que j'en faisais partie. J'ai refusé. Il m'a frappé. Adam serra les poings. L'idée que quelqu'un n'ait pu lever la main sur cette femme si fragile le mettait hors de lui. Il vous forçait à participer au braquage, pas au braquage eux-mêmes. J'étais une diversion. Je me rendais à la banque la veille de l'attaque. J'étudiais les lieux. Je me renseignais sur les changements de garde, sur la somme d'argent habituellement conservée dans le coffre. Je disais que je voulais ouvrir un compte ou demander un prêt. Margaret revint vers la table, mais ne s'assit pas, se tenant au dossier de la chaise. J'ai tenté de le quitter 2 fois. La première fois, il m'a retrouvé au bout de 3 jours. Il m'a battu si violemment que je n'ai pas pu me lever pendant 2 semaines. La deuxième fois, elle s'interrompit, ravalant une boule dans sa gorge. La deuxième fois, il a menacé de tuer la famille chez qui je me cachais. La propriétaire m'avait accueilli par pitié, et elle avait 3 jeunes enfants. Vous êtes retourné auprès de lui pour les protéger. Oui, et depuis je n'ai plus essayé de fuir, jusqu'au jour où les agents de Pinkerton ont encerclé notre appartement. Adam se servit un café, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Cette femme, qui lui avait paru si douce et sans défense, avait traversé un enfer. Et malgré tout, elle avait trouvé la force de protéger les autres. Que s'est-il passé ce jour-là? Jack a ouvert le feu. Il a dit qu'on ne le prendrait pas vivant. Il a essayé de m'utiliser comme bouclier. Mais dans la confusion, j'ai réussi à me libérer et à m'enfuir par la porte de derrière. J'ai entendu des coupes de feu, des cris. Puis, le silence. Margaret s'assit sur la chaise, comme à bout de force. Je me suis caché en ville pendant 3 jours. Puis j'ai appris par les journaux que Jack était mort. Je pensais être enfin libre. Mais les agents de Pinkerton étaient convaincus que je n'étais pas une victime, mais une complice. Ils ont continué à me chercher. Et c'est là que vous avez décidé de devenir une fiancée par correspondance. J'ai vu l'annonce d'Adam Harrison dans un journal. Recherche une compagne pour une vie de famille paisible au Texas. J'ai cru que c'était un signe. Un nouveau nom, un nouveau lieu, une nouvelle vie. Adam termina son café et posa la tasse sur la table. Des questions tourbillonnaient dans sa tête, mais il redoutait de poser la plus importante. « Margaret, que ressentiez-vous en m'écrivant ? Je veux dire, y avait-il quelque chose de sincère dans ces lettres ?» Elle le regarda comme s'il venait de poser la question la plus importante au monde. Au début, ce n'était qu'un rôle. Je m'étais inventé un passé, un caractère, des rêves. Mais quand votre première lettre est arrivée, elle sourit pour la première fois de la matinée, bien que tristement. Vous écriviez avec une telle sincérité, une telle chaleur. Vous parliez de votre ranch, de votre amour pour les couchers de soleil, de votre rêve de fonder une famille. Et j'ai compris que je ne jouais plus un rôle en vous répondant. C'est-à-dire que ce que je ressentais était réel. Peut-être pour la première fois depuis des années. Adam se leva et fit les 100 pas dans la cuisine. Il fallait prendre une décision, et vite. Les agents de Pinkerton ne quitteraient pas la ville avant de l'avoir trouvée. Et si quelqu'un reconnaissait Margaret, qu'allons-nous faire ? Demanda-t-elle doucement, comme si elle lisait dans ses pensées. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais une chose est sûre, je ne vous livrerai pas. Adam, vous ne comprenez pas. S'ils apprennent que vous me cachez, ils vous arrêteront comme complice. Vous perdrez votre ranch, votre liberté, tout. Peut-être, mais je me suis promis de vous protéger. Peu importe ce qui s'est passé avant. Margaret se leva et s'approcha de lui. Ses yeux brillaient de larmes. Pourquoi ?
Pourquoi êtes-vous prêt à tout risquer pour une femme qui vous a menti? Adam lui toucha doucement le visage. Parce que seuls les faits étaient en des mensonges. Les sentiments étaient réels. Cet instant, des brutes de sabots se firent à nouveau entendre dans la cour. Margaret s'écarta brusquement de la fenêtre, tandis qu'Adam regardait dehors. Un cavalier solitaire s'approchait de la maison, un jeune garçon aux vêtements usés. « Qui est-ce » murmura Margaret. « Tommy Wilcox, le fils de notre voisin. Il apporte probablement des nouvelles de la ville. » Adam sortit sur le porche. Tommy sauta de son cheval, un journal plié à la main. « Monsieur Harrison, c'est la pagaille en ville. Que se passe-t-il, Tommy? Les agents de Pinkerton fouillent chaque maison, chaque hôtel. Ils cherchent une dangereuse criminelle. Ils disent qu'elle se cache peut-être sous un faux nom. » Adam s'efforça de garder son calme. « Oui, ils sont passés me voir ce matin. Ils m'ont montré une photo. » Et en plus, poursuivit Tommy en dépliant le journal, regardez ce qu'ils écrivent dans le Siler Creek Herald. En première page, un titre en grosses lettres, « Dangereuse criminelle dans notre région ». En dessous, la même photo que celle montrée par les agents, accompagnée d'une description détaillée de Margaret. Ils disent qu'elle a été la complice d'un braqueur de banque, raconta Tommy avec enthousiasme. La récompense pour toute information est de $500. Mon père dit que pour une telle somme, la moitié de la ville va la chercher. Sans doute, grommela Adam. Merci pour les nouvelles, Tommy. Quand le garçon fut parti, Adam rentra dans la maison. Margaret était assise par terre dans un coin de la cuisine, les genoux ramenés contre sa poitrine. « J'ai tout entendu, dit-elle à voix basse. C'est fini, ils ont publié ma photo dans le journal. Maintenant, tout le monde dans le comté va me reconnaître. » Adam s'assit par terre à côté d'elle. « Ce n'est pas encore fini. Nous avons le temps de réfléchir. » « Quel temps ?» s'exclama Margaret en levant vers lui des yeux rougis par les larmes. « Demain, un voisin viendra nous rendre une visite amicale et me reconnaîtra aussitôt. Je ne pourrai pas aller au magasin, faire les courses. »« Où ?»« Margaret, calmez-vous. »« Non !» cria-t-elle en se relevant d'un bond. « Je ne peux pas me calmer. Je vous ai entraîné dans ce pétrin, et maintenant vous allez souffrir à cause de moi. » Adam se leva aussi. Il savait qu'elle avait raison, mais il n'allait pas abandonner. « Il y a une solution, » dit-il lentement. « Laquelle ? Le Mexique. La frontière est à 2 jours de cheval d'ici. Les agents de Pinkerton ne pourront pas vous y atteindre. » Margaret secoua la tête. « Je ne parle pas espagnol. Je n'ai pas d'argent. Et je ne peux pas vous demander d'abandonner votre ranch pour me suivre en exil. Et si c'est ce que je veux ?» Elle s'arrêta et le regarda, surprise. « Qu'avez-vous dit ? » ?»« J'ai dit que si vous êtes d'accord, je viendrai avec vous. Je vendrai le ranch, je prendrai l'argent, et nous commencerons une nouvelle vie au Mexique. » « Vous êtes fou, » murmura Margaret. « C'est votre maison, votre vie. Vous avez construit tout ça pendant des années. Un foyer, ce ne sont pas des murs, Margaret. Un foyer, ce sont les gens que l'on aime. » Le mot « aime » flotta dans l'air entre eux. Adam n'avait pas prévu de le dire si tôt, mais il était trop tard. Margaret le regardait avec des yeux écarquillés. « Adam, je sais, c'est tôt. Je sais, nous nous connaissons à peine. Mais ce que je ressens, c'est réel. » Elle s'approcha de lui et posa une main sur sa poitrine. « Et si je ne suis pas celle que vous croyez, si on ne peut pas me faire confiance, alors ce sera mon erreur, mais je suis prête à la commettre. » Margaret se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, doucement, tendrement, avec toute la gratitude dont elle était capable. « D'accord, » murmura-t-elle en s'écartant. « Mais si nous le faisons vite, ce soir. » Ce soir. Nous n'avons pas le choix, Adam. Le danger grandit d'heure en heure, et je ne veux pas que vous soyez arrêtés à cause de moi. Ils passèrent le reste de la journée à se préparer.
Adam se rendit en ville, prétendument pour des provisions, mais en réalité pour évaluer la situation. Les agents de Pinkerton fouillaient effectivement chaque maison, contrôlant chaque femme inconnue. Le shérif McGregor avait organisé une patrouille de volontaires pour surveiller les environs. Au magasin, Adam entendit 2 fermiers discuter de la récompense. 500 $, c'est plus que ce que je gagne en 6 mois, disait l'un. C'est sûr, je garderai un œil attentif sur les nouvelles têtes dans le coin, répondit l'autre. Adam acheta rapidement le nécessaire et retourna au ranch. Le temps leur était vraiment compté. Le soir, quand le soleil disparut à l'horizon, ils sortirent les chevaux de l'écurie. Adam prit son étalon noir, Black Jack, et une jument baie pour Margaret. Les sacoches de sel contenaient des provisions pour plusieurs jours, de l'eau et tout l'argent qu'il avait pu rassembler. « Prête ?» demanda Adam en aidant Margaret à se mettre en selle. « Non » répondit-elle honnêtement, « mais nous n'avons pas d'autre choix. » Ils se mirent en route alors qu'il faisait encore assez clair pour voir le chemin. Adam connaissait ces lieux comme sa poche, chaque sentier, chaque ruisseau. S'il parvenait à atteindre une vieille mine dans les collines, il pourrait y passer la journée et repartir à la faveur de la nuit suivante. Mais le destin en décida autrement. Alors qu'ils étaient à 1 mile du ranch, Black Jack se mit soudain à hennir et à se cabrer. Adam se maintint difficilement dans selle et tendit l'oreille. Au loin, on entendait un bruit de sabots, de nombreux sabots. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Margaret. Adam scruta l'obscurité et vit des lueurs de lanterne se déplaçant sur la route en direction de son ranch. « Un groupe de recherche, » répondit-il sombrement. « Quelqu'un nous a dénoncés. Les lanternes approchaient et vite, trop vite pour qu'Adam et Margaret puissent se dissimuler dans l'obscurité. Le bruit des sabots résonnait dans la prairie, et il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple patrouille, mais d'un groupe entier de cavaliers. Adam évalua rapidement la situation. Devant eux, un terrain découvert sur plusieurs miles, derrière, son ranch, où on les chercherait sans doute en premier. Par là, dit-il en désignant un groupe de rochers à gauche de la route. Vite. Ils quittèrent le sentier et lancèrent avec leurs chevaux vers les collines rocailleuses. La jument de Margaret, peu habituée à une telle allure, commença à perdre le pas. Mais la jeune femme tenait fermement les rênes, sans un mot. Arrivés à l'abri entre les rochers, Adam mit pied à terre et aida Margaret à descendre. Le bruit de la poursuite s'était tu. Les cavaliers s'étaient arrêtés au ranch. Dans le silence de la nuit, des voix leur parvenaient. « Fouillez la maison !» L'écurie aussi, commandait quelqu'un. À la voix, Adam reconnut le shérif McGregor. Et s'il l'a caché, demanda une autre voix. Alors nous trouverons des preuves. Harrison est un homme bien, mais s'il cache une criminelle. Margaret se serra contre Adam, tremblant de peur et de froid. Les nuits dans la prairie texane étaient fraîches, même en août. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, tout est de ma faute. »« Chut, dit-il en la serrant plus fort. Tout ira bien. » Mais Adam lui-même n'en était pas si sûr. Si la fouille révélait que des affaires avaient disparu de la maison et que les chevaux manquaient à l'écurie, le shérif comprendrait qu'il s'était enfui. Alors, ce ne seraient pas seulement les agents de Pinkerton qui se lanceraient à leur poursuite, mais aussi les habitants locaux, alléchés par la récompense. La lumière des lanternes balayait les fenêtres de la maison. On entendait des bruits, des portes qui claquent, des bottes qui martèlent le sol, le fracas de meubles déplacés. La fouille dura plus d'une demi-heure. Finalement, les voix s'éloignèrent. « Il n'y a personne ici, » leur parvint-il. « Mais il manque 2 chevaux à l'écurie. Kenny, Marty, Biani. » Ils se sont donc enfuis. Thomas envoie des hommes sur toutes les routes. Les autres ratissaient les environs. S'ils viennent de partir, ils n'ont pas pu aller bien loin. Adam ferma les yeux. Ils avaient au mieux quelques heures
avant que le groupe de recherche n'atteigne leur cachette. Le bruit des sabots s'estompa peu à peu. Les cavaliers se dispersèrent dans différentes directions pour commencer le ratissage. Adam attendit encore une demi-heure, jusqu'à être certain qu'il n'y avait personne à proximité. « Nous devons continuer, » dit-il. « Mais pas par la route. Nous passerons par les canyons. Ce n'est pas dangereux dans le noir. Mais si nous restons ici, ils nous trouveront au matin. » Ils remontèrent à cheval et s'enfoncèrent dans les montagnes. Adam connaissait ces lieux depuis son enfance. Son père y chassait le cerf, et lui-même y avait souvent fait paître son bétail. Les sentiers étroits qui serpentaient entre les rochers étaient impraticables pour un grand groupe de cavaliers, mais 2 personnes pouvaient s'y faufiler. Le chemin se révéla encore plus difficile qu'Adam ne l'avait prévu. Les chevaux avançaient prudemment sur le sol rocailleux, risquant à chaque instant de glisser. Margaret tenait bon. Elle ne se plaignit pas une seule fois, bien qu'Adam vît à quel point elle était tendue. À l'aube, ils atteignirent une vieille cabane de chercheurs d'or, abandonnée depuis de nombreuses années. La bâtisse tenait à peine debout, le toit fuyait, les murs étaient de guingois, mais c'était mieux que de dormir à la belle étoile. « Nous attendrons ici que le jour passe, » dit Adam en aidant Margaret à descendre de cheval. « Nous repartirons cette nuit. » À l'intérieur de la cabane, une odeur d'humidité et de souris flottait. Adam étendit une couverture dans le coin le plus sec et attacha les chevaux derrière la cabane, où ils n'étaient pas visibles depuis le sentier. « Pensez-vous qu'ils arrêteront les recherches ?» demanda Margaret en s'installant sur la couverture. « Pas de sitôt. $500, c'est beaucoup d'argent par ici. La moitié du comté sera à nos trousses. » Margaret baissa la tête. « Adam, peut-être devriez-vous rentrer. Dire que je vous ai forcé, que je vous ai menacé avec une arme. Comme ça, ils ne vous arrêteront pas. Et vous laisser seul. Mieux vaut ça que de ruiner votre vie. » Adam s'assit à côté d'elle sur la couverture. « Margaret, écoutez-moi bien. J'ai pris ma décision en connaissant tous les risques. Et je ne changerai pas d'avis. » « Mais pourquoi ?» Sa voix était empreinte de désespoir. « Pourquoi êtes-vous prête à tout perdre pour une femme que vous connaissez à peine ?» Adam garda le silence un long moment, cherchant ses mots. « Vous savez, j'ai vécu seul pendant de nombreuses années. J'ai bâti un ranch, travaillé du matin au soir, pensant que cela suffisait au bonheur. Mais quand votre première lettre est arrivée, il sourit. J'ai compris que pendant tout ce temps, je n'avais fait qu'exister, pas vivre. » Margaret leva les yeux vers lui. « Vos lettres m'ont montré ce que c'était que de partager ses pensées, ses rêves, ses projets avec quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, j'avais un but autre que le travail. Je nous imaginais vivant ensemble, vieillissant ensemble, mais c'était des rêves sur une autre femme, celle que je prétendais être. » « Non, » dit Adam en secouant la tête. « C'était des rêves à votre sujet. La vraie vous. Cette femme qui m'écrivait sur les couchers de soleil, son désir d'avoir un jardin, son rêve de vivre une vie tranquille et paisible. Ce n'était pas un personnage inventé. C'était vos propres rêves, n'est-ce pas ?» Margaret hocha la tête, incapable de parler. « Vous voyez, et tout le reste, c'est le passé. Il ne définit pas qui vous êtes vraiment. » Elle se rapprocha de lui. « Sietkanki. Et si je ne parviens jamais à devenir la femme dont vous rêviez, si la peur et la douleur m'ont trop changé, c'est... alors nous apprendrons à vivre avec ensemble, » dit-il en lui prenant la main. « Margaret, je n'attends pas de vous la perfection. J'attends de l'honnêteté et la chance de construire quelque chose de vrai. » Elle se pencha vers lui et l'embrassa, pas aussi tendrement que la veille, mais avec le désespoir de quelqu'un qui se noie et s'accroche à une bouée de sauvetage. « J'ai peur, » murmura-t-elle en s'écartant. « De quoi ? » « De vous faire du mal. »
de vous entraîner dans des ennuis, que vous regrettiez votre décision. Margaret, dit Adam en lui touchant doucement le visage, je vis avec des regrets, depuis des années. Des regrets sur mon indécision, sur les occasions manquées, sur le fait de ne pas avoir osé être heureux. Mais je ne regretterai jamais de vous avoir rencontré. Ils passèrent le reste de la journée dans la cabane, dormant à tour de rôle et surveillant le sentier. Vers le soir, il devint évident que les recherches se poursuivaient, à plusieurs reprises. Des cavaliers passèrent à proximité, sans toutefois s'arrêter à la cabane. À la nuit tombée, ils reprirent leur route. Adam les guida sur des sentiers qu'ils connaissaient depuis l'enfance, mais chaque bruit les faisait sursauter. Par 2 fois, ils durent se cacher dans des fourrés de cactus au passage de patrouille. La frontière est encore loin, demanda Margaret alors qu'ils s'arrêtaient près d'un ruisseau pour abreuver les chevaux. À ce rythme, encore 2 jours, répondit Adam. Mais je connais un endroit où nous pourrons traverser le Rio Grande en toute sécurité. Et après? Après, nous trouverons une petite ville où nous pourrons commencer une nouvelle vie. J'ai un peu d'argent, ça suffira pour le début. Margaret s'assit sur une pierre près du ruisseau. Adam, avez-vous la moindre idée de ce dans quoi vous vous engagez? Vous n'avez jamais vécu hors du Texas, vous ne parlez pas espagnol, vous ne connaissez pas les coutumes locales. Et moi, je ne sais même pas comment vivre une vie normale. Nous apprendrons, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. L'important, c'est que nous serons ensemble. Mais, et si... Adam posa un doigt sur ses lèvres. Assez. Arrêtez de penser à ce qui pourrait mal tourner. Essayons au moins de croire que tout ira bien. Margaret prit sa main dans les siennes. D'accord, je vais essayer. Ils reprirent leur chemin. La nuit était claire, les étoiles brillaient intensément, et si l'on oubliait la poursuite, on aurait presque pu apprécier le voyage. Ils avançaient dans le lit d'une rivière asséchée, où le vent effaçait rapidement leurs traces. Au petit matin, ils firent face à un obstacle. Devant eux s'étendait un large canyon qu'on ne pouvait contourner qu'en empruntant la route principale. Mais la route était certainement surveillée. « Il n'y a pas... »« Que fait-on » demanda Margaret. Adam examinait les pentes du canyon à la lumière de l'aube. « Il y a un passage. Dangereux, mais possible. Vous voyez ce sentier sur la pente. » Margaret plissa les yeux et aperçut une ligne à peine visible qui descendait en zigzag vers le fond du canyon. C'est presque une paroi à pic. Mais c'est le seul moyen d'éviter les routes. Les chevaux s'en sortiront si nous sommes prudents. Ils entamèrent la descente. Le sentier était encore plus étroit qu'il n'y paraissait d'en haut, ne dépassant pas 1 pied de large par endroits. Les chevaux avançaient lentement, posant leurs sabots avec précaution. Adam menait la marche, vérifiant chaque pas. Ils étaient à mi-chemin de la descente quand le drame se produisit. La pierre sous les sabots de la jument de Margaret se fissura et s'effrita. Le cheval hennit de peur et tenta de reculer. Mais ses pattes arrière glissèrent hors du sentier. « La dame !» cria Margaret. Il fit faire demi-tour à Black Jack et vit une scène terrifiante. La jument était suspendue au bord du précipice, ne se retenant que par ses pattes avant. Margaret essayait de sauter de la selle, mais le moindre mouvement brusque risquait de faire basculer le cheval dans le vide. « Ne bougez pas !» cria Adam. « J'arrive !» Il déroula rapidement sa corde et lança une boucle sur la selle de la jument. « Margaret à 3, sautez vers moi. Je vous rattraperai. Et le cheval après. 1, 2, 3. » Margaret se propulsa hors de la selle et sauta. Adam la rattrapa, manquant de tomber de son propre cheval. Au même instant, la jument, dans un hennissement plaintif, plongea dans le vide. Ils restèrent assis sur le bord du sentier, le souffle court. Margaret tremblait de choc. « C'est fini, murmura-t-elle. Nous n'atteindrons jamais la frontière. »« Si, nous y arriverons, dit Adam,
bien qu'il sût lui-même que leur chance venait de diminuer considérablement. Black Jack peut nous porter tous les deux. Mais il savait que le cheval ne pourrait pas supporter une double charge sur une longue distance, surtout sur des sentiers de montagne. Et en bas du canyon, ils virent ce qu'ils redoutaient le plus, un groupe de cavaliers qui, alertés par le bruit de la chute, scrutaient maintenant la pente, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les cavaliers au fond du canyon s'arrêtèrent, alertés par le fracas des pierres et le hennissement d'agonie du cheval. Adam serra Margaret contre lui, la plaquant contre la paroi rocheuse, espérant que dans la pénombre de l'aube, il ne serait pas repéré sur l'étroit sentier. Qu'est-ce que c'était? Parvint une voix d'en bas. On dirait un éboulement, ou un animal qui est tombé, répondit une autre. Ça vaut le coup de vérifier. Et si c'était notre ethno-fuyard? Adam sentit Margaret se raidir dans ses bras. Le groupe de cavaliers commença à gravir la pente du canyon de l'autre côté, là où gisait le cheval mort. Ils n'avaient que quelques minutes avant que les poursuivants n'atteignent le lieu de la chute. « Il faut partir. »« Tout de suite, » murmura-t-il. Ils se remirent prudemment sur pied. Black Jack piétinait nerveusement, sentant le danger. Adam aida Margaret à s'installer en selle derrière lui, et ils entamèrent la remontée. Chaque pas était une épreuve. Le cheval peinait à tirer la double charge sur le sentier escarpé, tandis qu'en bas, des voix se faisaient entendre. Les poursuivants avaient trouvé la jument morte et cherchaient maintenant ses cavaliers. « Il y a une selle ici !» cria quelqu'un. « Ils étaient là. Regardez, les traces montaient. » Le cœur d'Adam se serra. Leur avantage avait disparu, les poursuivants savaient où ils se trouvaient. Arrivés au sommet du canyon, ils poussèrent de Black Jack de toute leur force, mais le cheval commença rapidement à ralentir, épuisé par la double charge et la montée abrupte. « Adam, arrêtez !» dit Margaret. « Nous allons épuiser le cheval. Si nous nous arrêtons, ils nous attraperont. Et si nous épuisons Black Jack, nous nous retrouverons à pied, au milieu du désert. » Adam savait qu'elle avait raison. Il ralentit le cheval au pas, choisissant un chemin sur un sol rocailleux où les traces seraient moins visibles. « Nous devons trouver un endroit où nous cacher, » dit-il. « Au moins jusqu'au soir. » Devant eux apparurent les ruines d'une vieille mission. Des murs de pierre, un clocher à moitié effondré, une cour envahie de cactus. L'endroit semblait abandonné depuis de nombreuses années. Par là, indiqua Adam. Ils se réfugièrent à l'ombre d'un mur en ruine. Black Jack respirait lourdement, couvert d'écume. Adam lui donna de l'eau de sa gourde et commença à lui frictionner les flancs. « Comment va-t-il » demanda Margaret. « Fatigué. Il a besoin de repos, » dit Adam en regardant le soleil, déjà haut dans le ciel. « Et nous n'en avons pas ?» Margaret s'adossa au mur et ferma les yeux. « Peut-être devrions-nous nous rendre. Quoi? Je veux dire, peut-être que je devrais me rendre. Vous direz que je vous ai forcé à m'aider, que je vous ai menacé de mort. Peut-être qu'ils ne vous arrêteront pas. » Adam s'assit à côté d'elle. « Nous en avons déjà discuté. » À ce moment-là, nous avions une chance d'atteindre le Mexique. Maintenant, elle fit un geste en direction du cheval épuisé. Nous n'arriverons même pas à mi-chemin. Nous y arriverons. Comment? Sur un seul cheval qui tient à peine debout? Adam, soyez réaliste. Il garda le silence, car il savait qu'elle avait raison. Leur plan s'effondrait, et la situation empirait à chaque minute. À ce moment, des cavaliers apparurent derrière une colline, 5 hommes, s'approchant lentement des ruines de la mission. « Ils nous ont trouvés », murmura Margaret. Adam sortit son revolver et vérifia le barillet. 6 balles contre 5 hommes, avec un peu de chance. « Écoutez-moi bien, dit-il à voix basse. Je vais essayer de les retenir. Vous,
Prenez Black Jack et partez vers le sud, droit vers le soleil. Dans 5 miles, vous trouverez la route de Laredo. Je ne vous laisserai pas. Margaret, c'est votre seule chance. » Non. Elle lui prit la main. Si nous devons mourir, ce sera ensemble. Si nous survivons, ce sera ensemble aussi. Les cavaliers s'étaient suffisamment approchés pour qu'on puisse distinguer leurs visages. Adam reconnut le shérif McGregor et 2 de ses adjoints. Les autres lui étaient inconnus, probablement des chasseurs de primes attirés par la récompense. « Harrison !» cria le shérif. « Sortez! Nous savons que vous êtes là, Tesla !» Adam échangea un regard avec Margaret. Se cacher ne servait plus à rien. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-il. « Ce qui est juste, » dit-elle en lui prenant la main. « Allons-y. » Et ils sortirent de derrière le mur, main dans la main. Le shérif McGregor mit pied à terre et pointa son fusil sur eux. « Adam Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour avoir caché une criminelle en fuite. Et vous, mademoiselle, dit-il en se tournant vers Margaret, vous êtes arrêtée pour braquage de banque et fuite devant la justice. »« Shérif, dit Adam, cette femme n'est coupable de rien. Elle était la victime de son mari, pas sa complice. »« Le tribunal en décidera, » répondit McGregor. « En attendant, passez-lui les menottes. » Un des adjoints s'approcha d'eux avec des fers. À cet instant, Margaret se dégagea brusquement d'Adam et courut vers les chevaux. « Haltez !» cria le shérif. Mais Margaret ne s'arrêta pas. Elle sauta sur le cheval le plus proche et tenta de s'enfuir. Un des chasseurs de primes dégaina son revolver et tira. Margaret poussa un cri et tomba de cheval. « Non !» Adam se précipita vers elle, mais l'adjoint le saisit par les bras. Margaret gisait au sol, se tenant l'épaule. Le sang suintait entre ses doigts. « Idiot !» aboya le shérif à l'adresse du tireur. Il fallait la prendre vivante, mais elle essayait de s'enfuir. Adam se dégagea de l'emprise de l'adjoint et se jeta aux côtés de Margaret. La blessure n'était pas profonde, la balle avait traversé l'épaule, mais elle perdait beaucoup de sang. « Margaret, tenez bon !» murmura-t-il en pressant son mouchoir sur la plaie. « Tout va bien, » sourit-elle faiblement. « Je voulais juste vous donner une chance de vous enfuir. »« Imbécile, » dit-il en l'embrassant sur le front. « Je vous ai dit, ensemble. » Le shérif s'approcha d'eux. « Comment va-t-elle ?»« Il lui faut un médecin, » répondit Adam. « Et vite, il y a un médecin en ville. Nous y serons dans 3 heures. » dit McGregor en se tournant vers ses hommes. Johnson pansait sa blessure doucement. Si elle meurt en chemin, il n'y aura pas de récompense. Pendant que l'adjoint du shérif prodiguait les premiers soins à Margaret, Adam réfléchissait. 3 heures jusqu'à la ville. Là, on les séparerait. Lui irait en prison. Et elle serait remise aux agents de Pinkerton. C'était peut-être les dernières heures qu'ils passaient ensemble. « Shérif, » dit-il. Puis-je chevaucher à côté d'elle? Elle était blessée. McGregor hésita. « S'il vous plaît, » ajouta Adam, « je vous donne ma parole que je ne tenterai pas de m'enfuir. »« D'accord, mais les mains liées, et 2 de mes hommes à vos côtés. » Adam hocha la tête. L'essentiel était d'être près d'elle. Le trajet jusqu'à Siler Creek parut interminable. Margaret perdait connaissance par moments, puis reprenait ses esprits. Adam chevauchait à ses côtés, la soutenant en selle malgré ses mains liées. « Adam, » murmura-t-elle lors d'une halte, « je veux que vous sachiez... » Chut, gardez vos forces. Non, écoutez, ces jours avec vous ont été les plus heureux de ma vie. Même la fuite, même la peur, parce que nous étions ensemble. Adam sentit les larmes lui monter aux yeux. « Margaret, tout ira bien. Je trouverai un moyen. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Nous savons tous les 2 ce qui va se passer. On m'enverra en prison ou... Ne dites pas ça. Je veux juste que vous sachiez que je vous aime. Vraiment. Et si nous avions eu une autre vie, d'autres circonstances,
Je vous aimais aussi, répondit-il. Et nous changerons les circonstances, c'est promis. Elle sourit et perdit à nouveau connaissance. Lorsqu'ils entrèrent dans Siler Creek, une foule attendait déjà devant le bureau du shérif. La nouvelle de la capture de la criminelle en fuite s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gens voulaient voir la femme dont la tête était mise à prix. Les agents de Pinkerton étaient là aussi. Thomas Wilson se tenait sur le porche, fumant un cigare, l'air très satisfait. « Excellent travail, shérif, dit-il lorsque le cortège arriva. Où est-elle? Blessée, répondit McGregor. D'abord chez le médecin. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit capturée. Adam aida Margaret à descendre de cheval. Elle tenait à peine debout, mais tenta de marcher seule. Courageuse, pensa-t-il, jusqu'au bout. Le docteur Phillips examina la blessure et déclara qu'il n'y avait rien de grave. La balle avait traversé les chairs sans toucher d'os. Elle serait sur pied dans quelques jours. Quelques jours, répéta l'agent Wilson. Parfait. Le train pour Kansas City part après-demain. Elle aura juste le temps de reprendre des forces pour le voyage. Et lui? Demanda le shérif en désignant Adam. Son cas sera examiné par le juge local. Cacher une criminelle est une accusation sérieuse. Adam fut conduit en prison et Margaret placée dans une cellule séparée sous bonne garde. Toute visite leur fut interdite. Mais la prison de Siler Creek était petite et les cellules voisines. La nuit, quand le garde somnolait, il pouvait se chuchoter des mots à travers le mur. « Comment va votre épaule » demanda Adam la première nuit. « Elle me fait mal, mais c'est supportable. Et vous ?»« Ça va. L'important, c'est que vous soyez en vie. »« Adam, après-demain, il m'emmène. Qu'adviendra-t-il de vous ?»« Je ne sais pas. Peut-être quelques années de prison. Peut-être que je m'en tirerai avec une amende si je prouve que j'ai agi sous la contrainte. Mais vous n'avez pas agi sous la contrainte. Je sais. Mais le juge n'est pas obligé de le savoir. » Margaret garda le silence un long moment. Adam, et s'il existait un moyen de prouver que je n'étais pas la complice de Jack, que j'étais réellement une victime. Quel moyen? Je sais où il cachait une partie de l'argent des braquages. Et j'ai son journal intime, où il notait les plans de toutes ces attaques. Dis-moi. Il y est clairement écrit que je ne participais pas à la planification, qu'il me forçait à l'aider. Adam se rapprocha du mur qui les séparait. Où est ce journal? Dans un coffre de banque à Dallas. Je l'ai loué sous un faux nom, avant même de commencer à correspondre avec vous, au cas où. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé aux agents? Parce que j'avais peur. Et s'ils ne me croyaient, c'est pas? S'ils décidaient que le journal était un faux, ou que j'étais quand même coupable, puisque je connaissais tous les plans de mon mari. Adam réfléchit. Si le journal existait vraiment et contenait ce que disait Margaret, cela pourrait tout changer. « Il faut en parler à un avocat, » dit-il. « Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Moi, si, le ranch, le bétail, tout ça peut se vendre. Adam, non, je ne vous laisserai pas vous ruiner pour moi. Margaret, écoutez-moi. Si ce journal peut prouver votre innocence, alors nous avons une chance. Une vraie chance d'avoir un avenir ensemble. Et si ça ne marche pas? Au moins, nous aurons essayé. » Le lendemain matin, Adam exigea de voir un avocat. Le shérif McGregor, qui au fond de lui doutait de la culpabilité d'Adam, accepta d'envoyer un télégramme au chef-lieu du comté. Le soir, Silas Marsh arriva, un avocat âgé et réputé pour son honnêteté. Il écouta l'histoire d'Adam sur le journal et accepta de prendre l'affaire. « Si ce que dit votre amie est vrai, elle a une chance, dit-il. Mais il faut agir vite. Demain, on l'emmène. Que peut-on faire? Demander un report de son transfert en raison de nouvelles sois-preuves et faire un voyage urgent à Dallas pour récupérer ce journal. » Adam hocha la tête. « Faites tout ce qui est nécessaire. L'argent n'a pas d'importance. » « Bien. Mais souvenez-vous, c'est notre dernière chance.
Le soir même, Marsh déposa une requête officielle auprès du juge. Ce dernier, intrigué par la possibilité de nouvelles cas à preuve dans une affaire aussi médiatisée, accepta de reporter de 3 jours le transfert de Margaret aux agents de Pinkerton. L'agent Wilson était furieux, mais juridiquement, il ne pouvait rien faire. 3 jours, dit-il au shérif, et pas 1 heure de plus. Pendant ce temps, l'avocat Marsh montait déjà dans un train pour Dallas, muni d'une procuration de Margaret pour ouvrir le coffre-fort. Les 2 jours suivants furent les plus longs de la vie d'Adam. Il ignorait si l'avocat trouverait le journal, s'il correspondrait à la description de Margaret, si le juge croirait aux nouvelles preuves. Margaret était nerveuse elle aussi. Sa blessure guérissait bien, mais la tension émotionnelle l'affectait. « Et si le journal s'est perdu ?» chuchotait-elle la nuit. « Si la banque a fermé le coffre pour non-paiement ?»« Alors nous trouverons un autre moyen, » répondait Adam, sans trop y croire lui-même. Le 3e jour, alors que le délai de report touchait à sa fin, l'avocat Marsh revint en ville. Il avait le sourire aux lèvres. « Je l'ai trouvé, » dit-il à Adam, « et c'est encore mieux que ce que nous espérions. » Le journal de Jack O'Connell se révéla être une chronique détaillée de 3 années d'activité criminelle. 200 pages d'une écriture serrée, des dates, des plans de braquage, des schémas de banque, des listes de complices et, plus important encore, de nombreuses autotes sur la manière dont il contraignait sa femme à participer. Écoutez cette entrée du 15 avril de l'année dernière. Lisait l'avocat Marsh à voix haute au juge Worthington. Margaret a de nouveau refusé d'aller à la banque. J'ai dû la convaincre à coups de poing. Cette idiote croit qu'elle peut me donner des ordres. Demain matin, elle ira jouer la riche veuve, sinon elle saura ce qu'était la vraie douleur. Le juge Worthington examinait attentivement le journal par-dessus ses lunettes. Un silence régnait dans la salle d'audience. Même l'agent Wilson écoutait en silence. Et voici une note du 23 juin, poursuivit l'avocat. Margaret a essayé de s'enfuir. Je l'ai rattrapée à la gare. Je l'ai bien battue pour qu'elle s'en souvienne. J'ai menacé de tuer la vieille Jenkins qui la cachait. Maintenant, elle sera obéissante. Adam, assis dans la salle, regardait Margaret sur le banc des accusés. Son visage était pâle, ses yeux baissés. Toute sa vie passée était étalée au grand jour devant une foule de curieux. « Votre honneur, » dit Marsh, « ces écrits montrent clairement que Madame O'Connell n'était pas une complice, mais une victime de violences conjugales. Elle était contrainte de participer à des crimes sous la menace de mort, la sienne et celle de personnes innocentes qui tentaient de l'aider. » Le procureur, un jeune homme spécialement envoyé de la capitale de l'État, se leva. « Votre honneur, même en supposant que ces écrits soient authentiques, il n'annule pas le fait que l'accusé a participé à des braquages. La contrainte peut être une circonstance atténuante, mais elle ne décharge pas de la responsabilité. »« Objection, votre honneur, » rétorqua immédiatement Marsh. « Selon le précédent de l'affaire, État contre Kelly de 1875, une personne agissant sous une menace de mort imminente ne peut être tenue pour pleinement responsable pénalement de ses actes contraints. » Le juge garda le silence un long moment, feuilletant le journal. « Monsieur Wilson, » s'adressa-t-il enfin à l'agent de Pinkerton, « quelle est l'opinion de votre agence sur ces nouvelles preuves ?» Wilson se leva, manifestement mécontent de la tournure des événements. « Votre honneur, l'agence Pinkerton enquête sur cette affaire depuis 6 mois. Nous avons recueilli suffisamment de preuves pour considérer Madame O'Connell comme une participante active au groupe criminel. » Quelles preuves exactement? Des témoins l'ont vue dans les banques, avant les braquages. Elle étudiait la disposition des gardes, les horaires. Sous la contrainte de son mari, l'interrompit l'avocat. Ce ne sont que ses paroles. Ce sont les écrits de son mari, votre honneur. Un homme qui n'avait aucune raison de mentir dans son journal personnel. Le juge reprit le journal et en lut quelques pages de plus. « Il y a ici une note très révélatrice, dit-il. Margaret a pleuré toute la nuit après le braquage de Topeka.
Elle dit qu'elle n'en peut plus, femme faible. Heureusement que le caissier n'a pas été blessé, sinon elle serait devenue complètement folle. Il faut la tenir plus fermement, sinon elle fera des bêtises et nous dénoncera tous. Le procureur tenta de protester. Votre honneur, ces écrits pourraient être un faux, créé spécialement pour Monsieur Brody, dit le juge d'un ton sévère. Avez-vous des preuves de falsification? Non, mais... Alors je vous prie de ne pas vous livrer à des suppositions sans fondement. Adam sentit l'espoir renaître en lui. Le juge semblait pencher en leur faveur. Cependant, poursuivit Worthington, il reste la question de savoir pourquoi Madame O'Connell ne s'est pas adressée à la police après la mort de son mari. Margaret se leva de son siège. Puis-je répondre, votre honneur? Vous le pouvez. J'avais peur. Pendant 3 ans, on m'a convaincu que j'étais une criminelle, qu'on me pendrait si on m'attrapait. Et quand Jack est mort, les agents de Pinkerton ont continué à me traquer, comme si j'étais le chef du gang. Je ne croyais pas que quelqu'un écouterait ma version des faits. Et c'est pourquoi vous avez décidé de vous cacher. Oui, notre honneur. Je voulais simplement vivre une vie normale, oublier le passé et tout recommencer. Wilson ricana. Une histoire très touchante. Mais le fait est qu'elle a participé à des braquages. Sous la contrainte, s'emporta Adam. Monsieur Harrison, se tourna le juge vers lui. Vous témoignerez plus tard. Pour l'instant, je vous demande de garder le silence. L'audience dura plusieurs heures. On interrogea des témoins, examina des pièces à conviction, analysa les notes du journal. Peu à peu, le tableau devint plus clair. Margaret était bien une victime, et non une complice. L'interrogatoire du docteur Phillips, qui l'avait examiné après sa blessure, fut particulièrement révélateur. Sur le corps de l'accusé, dit le médecin, on trouve de nombreuses traces de blessures anciennes. Des côtes cassées mal ressoudées, une cicatrice sur la tête due à un coup porté avec un objet lourd, des traces de brûlures sur les mains. Ces blessures sont caractéristiques des victimes de violences conjugales prolongées. Et selon vous, quand ces blessures ont-elles été infligées? Demanda l'avocat Marsh. À en juger par le degré de cicatrisation au cours des 2 ou 3 dernières années. Exactement la période durant laquelle Margaret était mariée à O'Connell. Quand vint le tour d'Adam de témoigner, il raconta toute l'histoire de leur rencontre. La correspondance, la rencontre, la manière dont Margaret lui avait avoué son passé. « Monsieur Harrison, demanda le procureur, vous avez aidé l'accusé à fuir la justice. Comment expliquez-vous vos actes? Je ne considère pas avoir aidé quelqu'un à fuir la justice. J'ai protégé une femme qui avait subi des années de sévices et qui avait besoin d'aide. Mais vous avez enfreint la loi. Peut-être, mais parfois, ce qui est juste ne coïncide pas avec ce qui est légal. Et vous êtes prêt à assumer la responsabilité de vos actes? Adam regarda Margaret. Je le suis. Mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Le juge annonça une suspension d'audience pour délibérer. Adam et Margaret restèrent dans la salle d'audience sous bonne garde, mais purent enfin se parler. « Que pensez-vous que le juge décidera » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, mais les preuves sont convaincantes. Et s'il me déclare quand même coupable, alors nous continuerons à nous battre. Nous ferons appel, nous irons jusqu'à la Cour suprême de l'État, s'il le faut. » Margaret lui prit la main. « Adam, vous avez déjà fait plus pour moi que quiconque dans ma vie. Si je suis condamné, ne perdez plus de temps dans un combat inutile. Ce n'est pas un combat inutile, c'est un combat pour notre vie ensemble. Et si cette vie n'est pas censée exister, elle l'est, j'y crois. » 1 heure plus tard, le juge revint. Un silence tendu régnait dans la salle. Après examen de toutes les preuves présentées, commença Worthington, le tribunal était parvenu à la conclusion suivante. Les notes du journal de Jack O'Connell, corroborées par des expertises médicales et des témoignages,
prouve de manière convaincante que Margaret O'Connell a agi sous la contrainte. Adam retint son souffle. Cependant, formellement, elle a tout de même participé à des activités criminelles. Par conséquent, le tribunal la reconnaît coupable de complicité de braquage, mais avec d'importantes circonstances atténuantes. Le cœur d'Adam se serra, la prison donc. Compte tenu des circonstances de l'affaire, poursuivit le juge. Le tribunal condamne Margaret O'Connell à 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une période de probation de 3 ans, sous réserve d'une conduite exemplaire. La peine ne sera pas exécutée. Un murmure parcourut la salle. Une peine avec sursis, c'était la liberté. Quant à Adam Harrison, se tourna le juge vers lui, ses actions, bien que contraires à la lettre de la loi, étaient dictées par des motifs nobles. Le tribunal lui inflige une amende de $100 et considère l'affaire close. L'agent Wilson bondit de son siège. « Et votre honneur, c'est scandaleux. Cette femme a participé au braquage de 3 banques. Monsieur Wilson, la décision est prise. » Si l'agence Pinkerton n'est pas d'accord, vous pouvez faire appel. Mais tout le monde savait qu'un appel ne changerait rien. Le journal d'O'Connell était une preuve trop convaincante. Margaret pleurait de soulagement. Et Adam la serrait dans ses bras, n'arrivant pas à croire que le cauchemar était terminé. « Libre, » murmurait-elle. « Je suis vraiment libre. »« Nous sommes libres, » la corrigea Adam, ensemble. Le soir même, ils se tenaient sur le porche de la maison d'Adam, regardant le coucher du soleil. Le ranch était exactement le même qu'il y a 2 semaines. Mais tant de choses avaient changé. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Margaret. « Vivre, » répondit Adam. « Simplement vivre. Sans peur, sans fuite, sans mensonge. Et vous voulez toujours épouser une femme avec un casier judiciaire ? Je veux épouser la femme que j'aime. Et une condamnation avec sursis n'est qu'une formalité. » Margaret se tourna vers lui. « Alors, oui, quoi ? » « Je réponds à la proposition que vous m'avez faite par lettre il y a 4 mois. Oui, je veux bien vous épouser. » Adam la souleva dans ses bras et la fit tournoyer sur la véranda. « Quand ? » ?»« Dès que vous le voudrez. Je n'ai plus nulle part où fuir et plus rien à cacher. » Ils s'embrassèrent tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Quelque part dans la prairie, des coyotes criaient, le vent faisait bruire l'herbe, et une lumière chaude brillait dans la maison. Tout était exactement comme Adam l'avait rêvé dans ses lettres à sa fiancée, par correspondance. Sauf que maintenant, c'était la réalité. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard dans la petite église de Siler Creek. La moitié de la ville vint assister à la cérémonie, en partie par curiosité, en partie par respect pour Adam, que tous connaissaient comme un homme honnête. Margaret portait une simple robe blanche cousue par Madame Parsons, la femme du banquier local. Pas de fioriturés, pas de luxe. Mais quand elle remonta l'allée, Adam se dit qu'il n'avait jamais vu de femme plus belle. Le révérend Thompson célébra une cérémonie courte mais émouvante. Au moment des vœux, la voix de Margaret tremblait, comme si elle n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. « Moi, Margaret, je te prends, Adam, pour légitime époux, pour t'aimer et te chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Adam, je te prends, Margaret, pour légitime épouse, pour t'aimer et te protéger, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Les alliances étaient simples, en or acheté dans l'unique bijouterie de la ville. Mais lorsque Adam passa l'anneau au doigt de Margaret, ses mains tremblaient aussi. « Je vous déclare mari et femme, » dit le révérend Thompson. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut tendre, plein de promesses et d'espoir pour l'avenir. Après la cérémonie, une petite réception eut lieu chez le docteur Phillips, la seule maison de la ville assez grande pour accueillir tous les invités.
Un violon jouait, et sur les tables se trouvaient des plats simples préparés par les épouses des fermiers locaux. Adam dansa avec Margaret sur la véranda, tandis que les invités riaient et leur souhaitaient du bonheur. Même le shérif McGregor porta un toast aux jeunes mariés. À Adam et Margaret, que leur amour soit plus fort que toutes les tempêtes. À l'amour, reprirent les invités en chœur. Quand la fête se termina et qu'ils rentrèrent chez eux, Margaret s'arrêta sur le seuil. « Qu'y a-t-il » demanda Adam. « Je veux juste me souvenir de ce moment. Je n'aurais jamais cru que je serais heureuse d'entrer dans ma propre maison en tant qu'épouse de l'homme que j'aime. » Adam la prit dans ses bras et lui fit franchir le seuil. « Bienvenue chez vous, Madame Harrison. » Les premiers mois de mariage furent pour Margaret à la fois joyeux et difficiles. Joyeux car elle pouvait enfin vivre ouvertement, sans se cacher ni mentir. Difficile car des années de peur et de violence ne s'effacent pas sans laisser de traces. Parfois, la nuit, elle faisait des cauchemars. Elle se réveillait en criant, croyant que Jack était revenu la chercher. Adam la serrait dans ses bras, la calmait, lui rappelait que tout était fini. « Pardonnez-moi » murmurait-elle en tremblant dans ses bras. Je pensais m'en être remise. « Il faut du temps » répondait-il. « Nous ne sommes pas pressés. » Peu à peu, les cauchemars se firent plus rares. Margaret apprenait à faire confiance, à ne plus sursauter au moindre bruit inattendu, à croire que l'amour pouvait être tendre et non cruel. Elle se lança dans la tenue de la maison, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui peut enfin faire des projets d'avenir. Elle créa un potager, éleva des poules, se mit à faire des conserves de légumes pour l'hiver. La maison prit de nouvelles couleurs, des rideaux apparurent aux fenêtres, des fleurs sur les rebords, et une odeur de pâtisserie fraîche flottait dans la cuisine. Adam observait ces changements avec tendresse et admiration. La femme qui lui avait écrit sur son rêve d'avoir un jardin se révélait encore plus étonnante dans la réalité. « Vous savez ce que je pense » dit-il un soir, en la regardant arroser les fleurs. « Quoi ?»« Que vous avez toujours été comme ça. Jack ne vous a simplement jamais laissé être vous-même. » Margaret se redressa, un arrosoir à la main. « Parfois, j'ai l'impression de réapprendre à me connaître, de découvrir ce que j'aime, ce que je veux, ce dont je rêve. » « Et qu'est-ce que vous aimez le plus ?» Elle s'approcha de lui et l'embrassa sur la joue. Ça, la possibilité d'être simplement heureuse. À la fin de leur première année de mariage, Margaret était parfaitement à l'aise dans son rôle de femme de fermier. Elle cuisinait, s'occupait du potager, aidait Adam pour de petites réparations et avait même appris à traire une vache. Mais le plus important, c'est qu'elle avait recommencé à rire. Un rire franc et ouvert, qu'Adam n'avait pas entendu depuis leur première rencontre. Les habitants de Siler Creek s'habituèrent un peu à peu à elle. Au début, beaucoup se montraient méfiants. Après tout, c'était une femme avec un casier judiciaire, même avec sursis. Mais Margaret était si sincèrement bonne, si prompte à aider en toute situation, que les préjugés disparurent progressivement. Elle aidait à l'église, rendait visite aux malades, cousait des vêtements pour les enfants des familles pauvres. Quand une épidémie de grippe frappa la ville, Margaret passa des jours et des nuits au chevet des malades, assistant le docteur Phillips. « Cette femme est un vrai trésor », dit le médecin à Adam. « Elle a un don naturel pour soigner. »« Je sais », répondit Adam avec fierté. « Elle est pleine de surprises. » Au printemps suivant, Margaret se rendit compte qu'elle était enceinte. La nouvelle les stupéfia tous les deux. Ils rêvaient d'enfants, mais ne s'attendaient pas à ce que cela arrive si vite. « Vous avez peur ?» demanda Adam lorsque le docteur Phillips confirma ses soupçons. « Très peur », répondit honnêtement Margaret. « Et vous ?»« Moi aussi, mais c'est une bonne peur, la peur de la responsabilité, pas du danger. » La grossesse se déroula sans encombre. Margaret ne souffrit pas de nausées, se sentait merveilleusement bien et devint même encore plus belle. Sa peau rayonnait de santé, ses yeux brillaient de bonheur. Adam était aux petits soins.
ne la laissant rien soulever de plus lourd qu'une tasse de thé. « Adam, je suis enceinte, pas malade » riait-elle. « Peu importe, vous ne devez pas vous surmener. » Les femmes mettent des enfants au monde depuis des milliers d'années sans rester alitées. Les autres femmes. Mais vous êtes ma femme, et je prendrai soin de vous. L'enfant naquit en octobre, alors que les feuilles des arbres devenaient dorées, et que l'air se faisait frais et vivifiant. L'accouchement fut difficile, mais Margaret se montra courageuse. « C'est un garçon », annonça le docteur Phillips, en leur montrant un nourrisson rouge et criard. Adam regarda son fils avec une expression d'émerveillement total. « Il est si petit. Tous les enfants sont petits à la naissance, » sourit Margaret épuisée. « Comment allons-nous l'appeler » Ils discutèrent longuement des prénoms. Finalement, ils choisirent James, en l'honneur du père d'Adam, décédé quand il avait 10 ans. Jimmy, comme il l'appelait, se révéla être un bébé calme. Il pleurait rarement, dormait beaucoup, et dès le début, ressemblait de manière frappante à Adam. « Regardez ses yeux », disait Margaret en berçant son fils, « aussi gris que les vôtres, et tout aussi sérieux. Mais il a votre nez, » répondait Adam, « et votre sourire aussi. » La première année avec l'enfant passa à une vitesse folle. Jimmy grandit, devenant un garçon en bonne santé et curieux. À 1 an, il marchait avec assurance. À 1 an et demi, il bavardait sans arrêt. Margaret se révéla être une mère merveilleuse. Toute la tendresse qu'elle avait dû refouler pendant des années de violence se déversa sur son fils. Elle pouvait passer des heures adorée à jouer avec lui, à lui raconter des histoires, à lui chanter des berceuses. « Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un conte de fées », dit-elle un soir à Adam, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, regardant Jimmy attraper des lucioles. « Pourquoi ? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Un mari aimant, un fils merveilleux, une maison qui est vraiment devenue un foyer. » Adam lui prit la main. « Ce n'est pas un conte de fées, Margaret. C'est notre vie. Nous avons mérité ce bonheur. » Mérité ? Vous, certainement, après tout ce que vous avez enduré. Margaret regarda son mari. En 3 ans de mariage, il n'avait presque pas changé. Les mêmes yeux bienveillants, le même sourire rassurant. Seuls ses cheveux commençaient à grisonner sur les tempes, mais cela ne faisait que le rendre plus beau. « Adam, je veux que vous sachiez quelque chose. » « Quoi ? » « Je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Et c'est grâce à vous. Pas seulement grâce à moi, principalement grâce à vous. Vous m'avez donné ce en quoi j'avais cessé de croire, la possibilité d'être aimé. » Adam lui baisa la main. « Et vous m'avez donné un sens à la vie. Avant de vous rencontrer, je ne faisais qu'exister. » Jimmy courut vers eux, une luciole dans la main. « Maman, papa, regardez, elle brille. »« Nous voyons, mon chéri, » rit Margaret, « mais maintenant, laisse-la partir. » « Les lucioles doivent être libres. »« Comme maman qui n'était pas libre et qui l'est devenue, » demanda Jimmy avec une innocence enfantine. Adam et Margaret échangèrent un regard. Le garçon était encore trop jeune pour comprendre toute l'histoire de leur rencontre, mais il sentait qu'il y avait eu quelque chose de triste dans le passé de sa mère. « Oui, mon chéri, » répondit doucement Margaret, « comme maman. Parfois, les gens se retrouvent dans une cage de peur et de douleur. Mais si quelqu'un qui les aime vraiment, et j'évacre là, la cage s'ouvre. Et papa a ouvert ta cage ? Papa m'a montré que la porte n'avait jamais été verrouillée. Il fallait juste avoir le courage de sortir. » Jimmy hocha la tête d'un air sérieux, relâcha la luciole et grimpa sur les genoux de sa mère. « Et maintenant, nous sommes maman tous libres et heureux ? Maintenant, nous sommes tous libres et heureux ?» confirma Margaret en serrant son fils dans ses bras. Adam regardait sa famille et songeait à quel point leur vie avait changé. 4 ans plus tôt, il était un fermier solitaire qui rêvait d'une fiancée par correspondance. Maintenant, à ses côtés,
se trouvait une femme qui était devenue non seulement son épouse, mais une véritable compagne de vie. Et leur fils, un petit miracle qui apportait chaque jour une nouvelle joie. Leur histoire d'amour avait commencé par la tromperie et le mensonge. S'était poursuivi par la fuite et la persécution, mais s'était achevé sur l'essentiel, la vérité. La vérité sur qui ils étaient vraiment, sur ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, sur la vie qu'ils voulaient construire ensemble. « Margaret, dit-il, vous souvenez-vous de votre première lettre ? Bien sûr. J'écrivais que je rêvais d'une vie tranquille, d'un jardin à moi, d'une maison où l'on peut être heureux. Et voici votre jardin, dit-il en désignant les parterres fleuris. Voici votre maison. Et êtes-vous heureuse ? Margaret regarda autour d'elle. La maison qui était devenue un vrai foyer, le mari qui l'avait accepté avec tout son passé, le fils qui symbolisait leur nouvelle vie. Puis elle leva les yeux vers les étoiles, brillantes et proches dans le ciel texan. « Je suis plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » répondit-elle. « Même dans mes rêves les plus fous. » Une lumière s'alluma dans la maison. Adam avait allumé la lampe de la cuisine. La famille se leva de la véranda et rentra. Jimmy s'était endormi dans les bras de sa mère. Et Adam ferma la porte à clé, non par peur, mais par simple habitude de fermier. Sur la table de la cuisine se trouvaient des lettres, une correspondance ordinaire avec des voisins, des factures de fournisseurs, une invitation au mariage de la fille du shérif McGregor. Une vie quotidienne et paisible, celle dont Margaret avait rêvé dans sa première lettre à un fermier inconnu. « Adam, dit-elle en couchant son fils dans son lit, si vous pouviez remonter le temps, changeriez-vous quelque chose ?» Il réfléchit. « Peut-être ferais-je en sorte que vous souffriez moins, mais vous rencontrez d'une autre manière. Non, je ne le voudrais pas, parce que c'est notre histoire, avec toutes ces difficultés, qui a fait de nous ce que nous sommes. Je pense la même chose, dit-elle en s'approchant pour l'enlacer. Toutes ces épreuves nous ont menés l'un à l'autre, et à ça. Ils se tinrent en silence dans leur maison, écoutant la respiration régulière de leur fils endormi, et les bruits lointains de la nuit texane. Le murmure du vent dans l'herbe, le meuglement des vaches dans le pâturage, le chant des grillons, des sons simples, terrestres, d'une vie paisible. « Vous savez ce que j'aime le plus dans notre vie ?» demanda Margaret. « Quoi ?» C'est qu'elle est vraie. Pas de secret, pas de mensonges, pas de masques. Nous pouvons simplement être nous-mêmes. Adam l'embrassa sur le sommet de la tête. La fiancée par correspondance s'est avérée meilleure que tous mes rêves. Et le fermier du Texas m'a sauvé la vie. Au sens le plus littéral du terme. Ils éteignirent la lumière et se dirigèrent vers la chambre. Dehors, les étoiles texanes brillaient sur la prairie, tandis que dans la maison de la famille Harrison régnait la paix et le bonheur. Mérité, durement gagné, authentique. L'histoire avait commencé par une annonce dans un journal pour une fiancée par correspondance. Elle s'était terminée par une maison remplie d'amour, de rires et d'espoir en l'avenir. Entre le début et la fin, il y avait eu des épreuves qui auraient pu détruire un amour moins fort. Mais le leur avait tout surmonté. Et chaque matin, en se réveillant aux côtés de sa femme et en entendant la voix de son fils dans la pièce voisine, Adam Harrison savait qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Pas seulement une épouse, mais une compagne. Pas seulement une famille, mais un refuge pour son âme. Et Margaret, en préparant le petit déjeuner dans une cuisine qui sentait le café et les brioches fraîches, savait qu'elle était enfin devenue celle qu'elle aurait toujours dû être, libre, aimée et véritablement vivante. Ainsi se termina l'histoire de la façon dont une annonce dans un journal changea deux vies à jamais. Une histoire qui prouve que l'amour peut être plus fort que le passé, la confiance plus importante que la sécurité, et qu'un foyer n'est pas un lieu, mais les gens que l'on aime. Dans la petite ville texane de Silver Creek,
On raconte encore cette histoire au jeune couple, sur l'importance de ne pas avoir peur de risquer pour l'amour, de voir une personne telle qu'elle essaie vraiment, et non telle qu'elle semble être. Et chaque fois qu'une annonce pour trouver un compagnon de vie paraît dans le journal local, les anciens sourient et se souviennent d'Adam et Margaret Harrison, la preuve que même les histoires d'amour les plus improbables peuvent avoir une fin heureuse.